Et les Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. La semaine dernière sur la chaîne, on s'était déjà retrouvés ensemble pour parler des 10 problèmes de One Piece. Vidéo faite bien sûr avec votre participation via Instagram et sur Twitter, où vous avez notamment posé la question quel était ou quels étaient selon toi le ou les problèmes de One Piece. Du coup on avait récupéré vos réponses avec les miennes, on avait analysé point par point chaque en tout cas idée de la vidéo pour voir si oui ou non c'était un problème ou pas pour One Piece et si c'était le cas, pourquoi. Vous avez beaucoup apprécié ce concept là, en tout cas vos retours m'ont fait extrêmement plaisir et vous avez voté en masse pour l'épisode suivant pour un épisode de 10 problèmes sur Dragon Ball. Du coup comme d'habitude je vous ai posé la question sur Instagram et sur Twitter, d'ailleurs si tu me suis pas encore t'as tous les liens qui s'affichent ici et dans la description. J'ai donc récupéré vos réponses et je les ai mélangées avec les miennes pour qu'on puisse analyser point par point si oui ou non ceci est un problème pour Dragon Ball ou pas du tout. Je vous laisserai d'ailleurs voter en commentaire pour le prochain manga qu'on pourra faire dans ce concept là et je vous laisserai bien sûr être hyper respectueux et bienveillant envers la communauté. En général j'ai une communauté qui est quand même plutôt cool, mais respectez-vous dans les commentaires parce que si quelque chose pour toi est un problème et pour d'autres ce ne l'est pas forcément du tout, essayez quand même d'argumenter, de pourquoi pas avoir un débat dans l'esprit libre mais surtout dans la bienveillance et le respect, ou pourquoi pas parler tranquillement entre fans d'un même manga. Parce que je rappelle quand même que Dragon Ball, même si c'est le père fondateur du shonen, que c'est surtout le manga qui a fait connaître cette culture là à l'international, qui a permis de démocratiser un petit peu les mangas, et c'est pas forcément le préféré de chacun parce que depuis Dragon Ball il y a eu plein de mangas et d'animés qui sont sortis, donc forcément suivant tes goûts, suivant le type de manga ou d'animé que tu vas préférer, suivant l'animation, les types de dessins etc, Dragon Ball ne fait peut-être pas partie de ton top autant qu'un autre. Pour ma part, et je vous le dis dès le début de la vidéo, Dragon Ball c'est un de mes mangas préférés dans mon top 1, top 2 ou top 3 si tu veux quand j'étais petit et adolescent, et forcément plus j'en ai découvert d'autres, plus j'ai su en apprécier davantage que Dragon Ball. Mais Dragon Ball pour moi ça rentre pas dans mon top 5, top 10 ou top 20 aujourd'hui, c'est vraiment un manga que je classe au-dessus de la masse, qui est limite mon top 0 si tu peux appeler ça comme ça, parce que c'est pour moi le manga qui est quand même légendaire, qui a un statut de légende parmi les légendes, qui est indéboulonnable, inclassable et surtout indétrônable. Et non seulement son caractère intemporel quand même reste avant tout à mettre en évidence, c'est pour moi une légende qu'on ne peut pas classer, qu'on peut pas comparer à une autre tellement il a influencé le genre d'aujourd'hui. Enfin bref, aujourd'hui les amis, avant de commencer la vidéo, je voulais d'abord vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Topi Games qui m'a envoyé ce magnifique jeu de société Dragon Ball Super, la survie de l'univers. Dans le jeu Dragon Ball Super, la survie de l'univers, vous devrez former votre équipe de 6 guerriers parmi les plus de 80 combattants disponibles rassemblant les différents univers de la licence. Le but du jeu est de survivre à ce Battle Royale en ayant le plus de guerriers encore en vie à la fin du temps imparti ou d'un nombre de tours décidé à l'avance par les joueurs. Vous pouvez former l'équipe de votre choix sans restriction, même en mélangeant les univers pour créer votre Dream Team. Chaque carte possède ses propres stats et aptitudes pour se démarquer des autres et créer des stratégies en coopération avec vos autres personnages. Les différentes cartes événements, d'attaque, de défense et spéciales vont bien sûr rythmer la partie avec des surprises qui peuvent vous déstabiliser. Vous pouvez bien sûr faire level up et surtout transformer vos personnages s'ils le peuvent pour renverser vos adversaires que vous affronterez en tombant sur les mêmes cases qu'eux sur le terrain. Chaque lancer de dés peut changer la partie, donc soyez vigilants et bonne chance pour votre survie. Pour commencer avec les deux premiers problèmes que vous avez identifiés dans les différents sondages et pour commencer cette vidéo là, vous avez parlé notamment des problèmes de puissance que Akira Toriyama aurait mal géré durant son œuvre et de l'autre côté le manque de diversité et équilibrage entre les persos. Et pourtant il est vrai que de base le système de puissance est hyper intéressant et plutôt bien foutu quand tu commences à voir du coup Sangoku contre Raditz avec Piccolo tout ça, que t'as Raditz qui commence à nous montrer un petit peu les heures de scooter là qui permettent d'analyser un petit peu les personnages, pouvoir chiffrer le kill, du coup la puissance globale des personnages pour pouvoir les comparer les uns avec les autres et apporter une symbolique à leur entraînement et surtout leur puissance actuelle. Sauf que dès l'arrivée de Nappa etc, moi je trouve ça encore plus intéressant avec Vegeta parce qu'en fait même si Piccolo, Krillin etc s'étaient beaucoup entraînés, ils étaient passés de 400 à peut-être 1100 ou 1500, ils avaient pris en un an, ils ont pris beaucoup plus en un an ce que les mecs ont mis quasiment toute leur vie à avoir, ce qui du coup provoque quand même des incohérences comme notamment Krillin qui n'avait que 300 au moment de l'arrivée de Raditz et en seulement un an avec Piccolo a pris un boost de plus de 1500, tu vois c'est pas forcément normal. Quand tu sais que Goku s'est entraîné plusieurs années avec Dieu, il a pas pris 1500 de puissance, tu vois. Donc tu vois déjà il y avait quand même quelques incohérences quand même entre les années d'entraînement, suivant aussi bien sûr le début de certains arcs où la puissance était démultipliée d'un an à l'autre ou sur une période de temps beaucoup plus courte que sur d'autres périodes d'années où les mecs s'étaient entraînés toute leur vie. Par contre ce que j'ai trouvé intéressant de chiffrer, c'est que quand t'avais du coup l'arrivée de Nappa et de Vegeta, c'est que d'un seul coup t'avais du coup les terriens qui étaient à 1000, 1500, Piccolo qui était à peu près à 2000 et quelques voire plus, et t'as Nappa et Vegeta qui arrivent qui avaient des milliers en plus, voire Vegeta qui avait plus de 20 000 à lui tout seul. Donc là tu te rends compte vraiment du gap qu'il y a entre les terriens et du coup les extraterrestres entre guillemets et les différentes races qui peuvent les attaquer comme les Saiyajin, qui était vraiment une race supérieure de base et qui surtout est faite pour le combat et qui montre vraiment une vraie différence de niveau. Ça te montrait d'un côté qu'il y avait une probable peur
envers les personnages que tu kiffes, de les voir mourir et disparaître pour de bon. Et ça te montre aussi l'immensité qu'il pouvait y avoir dans l'univers de Dragon Ball, car si les Saiyajin existaient et qu'ils étaient en nombre très réduit, il se peut aussi qu'il existait des peuples comme un petit peu comme les Namek ou d'autres peuples dans le monde qui étaient encore plus forts et qui permettaient de montrer pourquoi pas une marge de progression intéressante pour tes persos. Sauf qu'il est vrai que le système de puissance, forcément, bah, ça va amener des déséquilibres entre les races, ça va amener des déséquilibres entre les personnages et surtout l'écart va se creuser au fur et à mesure que tu vas avancer. Donc des mecs comme Goku qui vont utiliser le Kaioken, les Saiyajin qui vont avoir du coup les transformations comme le Super Saiyajin, les extraterrestres comme Freezer qui vont développer leur puissance via leur transformation, bah forcément ça va creuser un écart envers ceux qui n'ont pas de tels pouvoirs, qui n'ont pas de telles compétences et il va laisser à la traîne beaucoup de personnages que malheureusement on apprécie et qui vont devenir un peu inutiles sur le combat. Parce que finalement après Dragon Ball ça ne devient plus qu'une question d'unité, de combat, notamment on l'a vu contre le commandant Ginyu, contre pas mal de personnages comme ça qui ne juraient que par les chiffres et par les stats et malheureusement bah t'avais des comparaisons qui se faisaient et tu comprenais très bien qu'un petit personnage qui avait beaucoup moins de puissance qu'un autre ne pouvait rien lui faire à moins qu'il utilisait vraiment une technique un peu fourbe comme le Kanzan qui peut tout couper même si l'adversaire est plus puissant. Mais du coup t'as très peu de subterfuges pour battre des personnages beaucoup plus forts et c'est quand même un petit peu dommage de laisser à la traîne des personnages pourtant intéressants sur le papier et au développement plutôt stylé. Ce qui entraîne forcément que contre les boss finaux et les combats les plus intéressants, bah t'as un manque de, comment on appelle ça, de créativité, t'as peut-être un manque aussi de diversité où à la fin c'est toujours les mêmes personnages qui vont intervenir pour gagner et résoudre tous les conflits. Même si certains un peu plus petits ont leur rôle à jouer, pourquoi pas pour gagner du temps, pour apporter un peu plus de fraîcheur à certains moments, mais tu vois les Krillin, les Tenshinhan, tout ça, les Yamcha sont très vite laissés de côté malheureusement. C'est aussi le problème de certains personnages charismatiques comme Piccolo malheureusement qui à chaque fois n'a pas eu vraiment son moment de gloire parce que même quand il a absorbé Nail sur Namek, quand il a absorbé après Dieu contre Cell, bah très vite il s'est fait redépasser par les Saiyajin ou par justement l'adversaire et c'est des personnages malheureusement qui même si de base dans Dragon Ball et début Dragon Ball Z ont un statut impressionnant, bah on les laisse très vite de côté parce qu'ils n'ont pas la race suffisante et les moyens justement pour rivaliser avec les autres et je trouve ça entièrement dommage. Même si bien sûr dans n'importe quel shonen, manga, animé, tout ce que tu veux et même les œuvres de fiction, de séries et films, tu peux pas donner le beau rôle à tout le monde et tu peux pas mettre tout le monde sur le même piédestal, sinon forcément tu pourras pas tous les développer, tous les mettre en avant. Mais du coup je peux comprendre que ces deux points là sont quand même deux points clés assez importants qu'il fallait quand même développer plus que les autres et qui à mon sens entraînaient vraiment de l'inégalité et surtout un gros déséquilibre dans l'œuvre de Dragon Ball. Troisième problème que vous avez identifié pour cette vidéo là, c'est le problème des transformations car certains d'entre vous pensent qu'en fait il y a un schéma narratif qui est beaucoup trop prévisible et surtout qui se répète tout le temps dans Dragon Ball. On commence un arc avec un stade normal, puis ensuite finalement on se fait dépasser par un ennemi qui nous bat une fois, deux fois, qui nous pousse dans nos retranchements. Derrière on est obligé de s'entraîner pour avoir accès à un nouveau stade de transformation, pas forcément un power-up de technique ou quoi, mais directement de transformation et malheureusement c'est quelque chose qui touche assez régulièrement Dragon Ball. Que ce soit dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball GT, dans Dragon Ball Super, il est vrai que ce schéma narratif se répète tout le temps où dès qu'on a un adversaire beaucoup trop puissant, on résout ça par une transformation d'un nouveau stade de Super Saiyajin ou la fusion ou un truc comme ça et malheureusement c'est vrai que finalement à la fin tu n'as plus de surprise. Et d'ailleurs j'aurais bien aimé avoir l'avis dans les commentaires si jamais vous avez connu Dragon Ball, si vous avez 30, 40 ans, un truc comme ça, si vous avez connu Dragon Ball à l'époque où ça sortait vraiment chapitre après chapitre ou épisode par épisode à la télé, si vraiment vous avez eu une énorme surprise à l'époque quand vous avez découvert le Super Saiyajin 1, le 2, le 3, parce que autant le 1, forcément, on te le teasait un petit peu par rapport aux paroles de Vegeta, qu'il avait un Super Saiyajin, etc. Et donc forcément, tu pouvais t'attendre à ce que ce soit Goku, notamment, qui le devienne contre Frieza, mais contre Cell, après, on pouvait peut-être pas se douter qu'il allait avoir un SSJ2. Mais à partir de Boo, je pense que tu comprenais très bien qu'il allait avoir un SSJ3 et moi quand j'avais lu déjà quand j'étais petit et adolescent je savais très bien qu'il allait en avoir un. Après il faut dire qu'on m'avait déjà spoilé tous les personnages à l'époque, je les connaissais à peu près tous avant de commencer le manga par rapport aux pubs, mes cousins etc qui en parlaient. Mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir votre avis à vous pour ceux qui ont connu ça vraiment épisode par épisode, si à l'époque vous étiez content de voir chaque fois des nouvelles transformations, si pour vous c'était pas trop rébarbatif, répétitif et si pour vous ça apportait vraiment quelque chose en plus à l'œuvre. Parce que pour moi chaque transformation va un petit peu relier aux deux points précédents qu'on avait étudiés, c'est que dès qu'il y a une transformation tu creuses encore plus l'écart de puissance qui va se démultiplier etc. Parce que finalement les puissances après ça a commencé à passer de 10 000 unités, 20 000 unités, 100 000 unités à des millions d'unités dès que tu devenais du Super Saiyajin où soi-disant la puissance était multipliée par 50 et quelques et après bien plus. Donc forcément tu avais un écart de puissance qui se creusait avec les autres qui étaient faramineux, qui étaient insurmontables et forcément les transformations ça creusait un peu plus le gouffre envers les personnages Saiyajin et ceux qui n'ont pas de transformation et forcément ça introduit je pense autant des bénéfices que des déficits. J'avais d'ailleurs déjà tenté d'expliquer dans une vidéo
vidéo qui s'appelait en général le problème du Super Saiyajin, j'en avais parlé notamment sur ma chaîne YouTube, où j'avais dit que c'était autant un mal pour un bien qu'il y ait des transformations, bien notamment pour le côté marketing, pour vendre les figurines, pour forcément faire vendre l'œuvre en dehors du manga, pour aussi attirer la hype, voir que les personnes et tout dans la rue, des fois au Japon, pouvaient gueuler pour se transformer soi-disant en Super Saiyajin, etc. Tu vois, c'était vraiment aussi tout un aspect marketing qui est travaillé sur Dragon Ball à ce niveau-là, et c'est vrai que le Super Saiyajin, c'est aussi bénéfique pour l'œuvre que d'avoir des personnages qui vont progresser, aller au-delà de leur retranchement. Et quand tu vois que en général le Super Saiyajin légendaire, en général Super Saiyajin normal, c'est quelque chose de légendaire, qu'au final tu as des personnages comme Goten et Trunks qui l'ont dès qu'ils sont petits sans forcer, bah finalement ça vient un peu galvauder ce côté légendaire, ça vient un petit peu diminuer cet effet-là, ça enlève le côté spécial, le côté fou, et mine de rien, le fait de relancer la surprise et la hype, ça passe forcément par une nouvelle transformation, au-delà du Super Saiyajin 1, puis le 2, puis le 3, et puis voilà. Après, il est clair que le Super Saiyajin 4 pour moi, qui n'est pas canon, vu que Dragon Ball GT n'est pas canon, c'était peut-être la forme finale la plus légitime par rapport à l'apparence, par rapport à la fourrure des gorilles, etc., des Ozaru. Mais bon, après c'est comme ça. Après t'as eu le côté God Blue, God Rouge, etc., Ultra Instinct, qui sont allés un peu trop loin et qui vraiment apportaient, à partir de là, c'était vraiment du pur marketing et un peu du foutage de gueule. Mais ça reste ancré, en tout cas dans l'esprit de Dragon Ball, de toujours avoir une transformation pour aller dans le toujours plus. Vous avez aussi mis en évidence le problème de la mort dans Dragon Ball. Alors le problème de la mort dans Dragon Ball, c'est que moi, c'est quelque chose que je mets beaucoup en évidence par rapport à d'autres œuvres. C'est qu'en fait, quand tu vois que tu peux ressusciter les personnages via les Dragon Ball normales, via les Dragon Ball de Namek, qui du coup ils peuvent ressusciter au moins après 2-3 morts, en fait t'as plus la crainte envers tes héros, t'as plus la crainte que tu as quand tu perds un personnage, que tu ne le verras plus jamais parler, etc. Parce qu'en plus Dragon Ball a essayé un petit peu de parodier la mort en mettant vraiment un monde du paradis, le monde de l'enfer, le fait que les personnages même morts tu peux les voir encore, tu peux encore leur parler, etc. Bah du coup tu n'as plus cette absence, tu n'as plus cette crainte de voir partir ton personnage préféré, et tu sais qu'au bout d'un moment il peut ressusciter. Donc au final tu dis bon allez, au pire il y a un méchant qui arrive, c'est pas grave, il va peut-être faire sauter la terre, il va peut-être tuer des gens, mais au final c'est pas grave, il reste des Dragon Ball pour sauver tout le monde. Donc le côté Dragon Ball, c'est un petit peu le Deus Ex Machina de Dragon Ball, mais ça on savait déjà depuis le début de Dragon Ball. Donc forcément c'est pas gênant vu que ça a été introduit et on te dit dès le début, carte sur table, que ça va être comme ça. Mais en vrai, quand tu prends un peu de recul, c'est vrai que tu n'as plus la mort des personnages et que la mort est un petit peu galvaudée. Pourtant la mort c'est quand même de base une fin en soi et qui te pose quand même beaucoup d'enjeux dans un récit. Et malheureusement quand celle-ci est contournée par des subterfuges un peu comme ça, bah finalement tu n'as plus aucune crainte, tu n'as plus aucun suspense. Même quand Boo a fait sauter la terre, enfin avec Gohan, Goten, Trunks qui étaient dessus, bah tu savais qu'ils allaient être ressuscités et qu'ils allaient finalement servir pour le Genki Dama final. Tu le savais. Et ça malheureusement bah ça t'enlève un peu des craintes car tu sais très bien qu'à la fin tout finit bien. Même le sacrifice de Vegeta qui était magnifique contre Boo, on le sait tous, bah en fait moi je trouve que le fait de le ressusciter à la fin par quelque moyen que ce soit, bah finalement ça rend son sacrifice beaucoup moins hypant, tu vois. Pareil pour Goku contre Cell, il sacrifie, alors sur le coup c'est triste, et de base je crois que l'arc Boo n'était pas du tout prévu, donc la fin était magnifique, pour laisser après le cap à la nouvelle génération, tout ça, d'ailleurs on va en parler de ce point là après. Mais pour le coup, sachant qu'il va ressusciter après finalement, que c'est lui qui règle les conflits finaux, bah tu vois, ça enlève quand même un côté épique au sacrifice, et finalement tu dis qu'il a fait ça sans véritable symbolique derrière quoi. À part pour faire gagner du temps à certains personnages ou leur faire passer un cap sur l'instant T. Donc quand tu fais quelque chose qui n'a ni fatalité ni finalité, pour moi le message n'est pas très clair. Un point justement que je viens d'évoquer, c'était le passage aussi difficile à la nouvelle génération où normalement Goku et Vegeta, pour moi tu vois, on a quand même atteint avec Boo un point où les vieux entre guillemets, donc Vegeta, Goku, avaient accompli leur rôle, avaient atteint leur niveau maximum et souhaitaient laisser, enfin surtout Goku souhaitait laisser le sort de la Terre aux nouvelles générations. Parce que Goku sur le de base il était mort, il n'était pas ressuscité, donc forcément il ne pouvait pas toujours intervenir. Là c'était exceptionnel pour justement aider le monde entier, parce que là c'était pas que la Terre qui était en danger, c'était vraiment le peuple intergalactique, si on peut dire ça comme ça. Donc Goku était intervenu, mais pour le coup le passage à la nouvelle génération ne s'est pas fait parce que Goten et Trunks avec la fusion n'ont pas réussi à gagner. Ils étaient sur le bon chemin en devenant Gotenks et SSJ3, mais malheureusement la fusion s'est arrêtée, ils ont failli se faire buter, et puis voilà, c'est l'intervention de Gohan. Gohan qui normalement lui a eu une évolution particulière dont on parlera encore après dans un point de la vidéo. Mais c'est vrai que Gohan Mystique était censé être le plus fort. Il est beaucoup plus fort que Goku et SSJ3, que Gotenks, etc. Il était plus fort que Majin Buu et devait le tuer normalement avant qu'il se fasse absorber, ou du moins que Gotenks se fasse absorber derrière et que du coup bah, il soit en difficulté, puis après que lui-même soit absorbé. Donc la nouvelle génération, par manque d'expérience et un petit peu par manque de vie, si tu veux, d'expérience, ben a échoué à sauver la Terre. Et si Goku n'était pas intervenu avec Vegeta, ben malheureusement l'univers serait fini, serait terminé. Et donc c'est forcément encore Goku et Vegeta via Végéto, puis après les deux
séparés qui ont encore mis fin à la menace intergalactique. Et ce n'est pas la nouvelle génération qui a, elle, échoué, qui manquait encore d'expérience, mais qui, avec l'arc de Boo, a pu grandir mentalement, physiquement et tout ce que tu veux. Donc le flambeau a du mal à passer, et là du coup, même encore dans Dragon Ball Super, au lieu de passer à la nouvelle génération sur Sangohan ou simplement sur Goten et Trunks qui se seraient entraînés, ou pourquoi pas après quelques années qui auraient dépassé leur père, là pour le coup on revient encore sur Goku et Vegeta qui eux multiplient les transformations, qui multiplient l'écart qu'ils ont avec les autres, qui sont totalement délaissés et c'est quand même bien dommage. Et aujourd'hui on leur donne un statut de légende qui sera inatteignable pour personne, pour tout le monde finalement, et je trouve ça un peu dommage parce qu'on rentre dans la répétition, on n'arrive pas à passer à autre chose et on se sert encore de la nostalgie des anciens et de la belle surprise de découverte des nouveaux pour continuer dans la même direction sans jamais se renouveler, et c'est bien dommage. C'est d'où le fait aussi qu'il y a notamment, avec tout ce que j'ai dit juste avant, un problème qui est assez évident, c'est que le scénario paraît trop prévisible et surtout comme vous dites, pas assez épique et un peu trop simpliste, parce que entre toutes les transformations, le fait qu'on passe pas le flambeau, etc., ça c'est un problème à part entière qui rend le scénario un peu simpliste. Pourtant le scénario Dragon Ball a beaucoup de moments, certes dans Dragon Ball tout court de base il est très simpliste, Dragon Ball Z avec l'arrivée de Mirai Trunks il est beaucoup moins simpliste parce que pour moi il y a une construction, le paradoxe de Mirai Trunks avec notamment les univers parallèles qui sont créés, etc. Là l'univers est beaucoup moins simpliste, il y a des incohérences sur pas mal de points, notamment avec le cas de Cell, etc., où à un moment donné il se fait péter le noyau qui était dans sa tête mais finalement on te sort un bullshit pour dire qu'il a pu ressusciter comme ça, etc. Il y a certes des incohérences mais le scénario de Dragon Ball est simpliste sur beaucoup de points mais il est beaucoup moins simpliste sur d'autres, et donc forcément t'as un juste milieu qu'il faut trouver et qui va déplaire à d'autres comme plaire à certains. Il y a aussi un point malheureusement qui a peut-être un peu déçu certains d'entre vous, c'est le fait qu'il y a pas mal de hors-screen aussi dans Dragon Ball, comme par exemple le fait que Vegeta notamment passe Super Saiyajin 1 un petit peu hors explication, que pareil on a le côté SSJ Blue notamment Dragon Ball Super qui n'a même pas été expliqué dans le manga ou l'animé, on te dit juste que voilà c'est comme si c'était le mode au-dessus du rouge, simplement un mode Super Saiyajin version God, tu vois, enfin c'est bizarre, et tu vois c'est vrai qu'il n'y a pas ce passage là épique de certaines transformations, ou par exemple aussi pareil l'entraînement acharné de Goku, de Gotenks qui passe SSJ 3, voilà on te dit juste ouais je me suis entraîné, j'ai forcé, c'est passé tout seul, et ça c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'il y a des explications comme ça par rapport à des développements de relations entre les personnages ou des transformations, certains entraînements ou certains même combats qu'on n'a pas vu intégralement durant du coup le screen en on finalement, et tout s'est passé beaucoup en screen off, du coup en hors screen, et c'est quand même un peu dommage. Après le cas de Gohan que vous avez aussi mis en évidence comme un problème, Gohan, faut savoir les amis que Gohan pour moi ce n'est pas un problème, parce que normalement lui son but c'était simplement de sauver la Terre, de ensuite faire des études et après vraiment avoir un déroulement logique à ce niveau là. Lui il n'aime pas se battre, c'est pas comme son père, c'est pas comme les autres qui a grandi comme les Saiyajins qui aiment se battre, ou même comme Piccolo qui veut se battre, même si après il s'est apaisé de ce côté là. Gohan c'est le mec qui a accompli son destin, qui a sauvé la Terre, qui a remplacé son père à un moment donné, qui était le plus puissant de la planète. Lui c'était pas son but premier, c'était vraiment de sauver la planète puis après de faire ses études et sa vie tranquille, de vivre en harmonie avec ce qu'il est et avec ce qu'il veut faire. Et forcément après quand il a rencontré Videl, etc., donc il a trouvé sa meuf et tout ça, qu'il a commencé à fonder sa famille avec Pan qui arriva après, pour moi il a accompli son destin. Gohan, son développement il était comme ça, ce n'était pas le but d'en faire un guerrier, le successeur de Goku, ça ce n'était pas vrai. Ça c'est ce que les fans voulaient, mais ce que les fans voulaient ce n'est pas ce que Toriyama voulait lui pour le personnage. Donc Gohan a eu son développement, etc. Certes le fait après que des fois il n'ait pas été respecté dans Dragon Ball Super, c'est en effet une petite lavette entre guillemets, qu'il n'ait pas réussi à vraiment reprendre le flambeau, qu'au début de Majin Buu il est un petit peu décevant parce que son SSJ2 est pas aussi puissant qu'il l'était avant, il a un peu perdu en puissance ou alors il a pas vraiment évolué, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage, il est vrai, parce que Mystic Gohan à la fin, ça devient le personnage le plus puissant de l'histoire de Dragon Ball officiellement, hors Dragon Ball Super, mais malheureusement après voilà, il va plus s'entraîner derrière, il va continuer à refaire son train de vie qu'il avait entre Cell et le début de l'arc Buu, donc forcément après il va plus s'entraîner, il va plus profiter de cette puissance là, et sera redépassé encore par d'autres personnages. Mais après le développement de Gohan, c'est pas un problème en soi, parce qu'on sait que s'il s'entraîne, c'est celui qui a le plus gros potentiel de l'histoire de Dragon Ball, s'il s'entraînait, il pourrait largement dépasser l'ultra instinct de Goku, mais s'il était ultra sérieux, et si vraiment il se mettait à s'entraîner avec eux, avec bien sûr les mêmes expositions au niveau des dieux, etc. Pour Vegeta, c'est aussi un autre problème. Vegeta, c'est un peu le personnage qu'on aimerait tous voir en évidence et malheureusement qu'il ne l'est pas. Toujours resté dans l'ombre de Goku, ce qui est quand même un peu chiant. Mais après, le problème de Vegeta, c'est que je sais pas, c'est déjà de base Akira Toriyama ne l'aimait pas beaucoup, puis en plus de base il n'avait pas prévu de le garder aussi longtemps. C'est vraiment la popularité de Vegeta auprès des fans. Il y a un petit peu aussi l'éditeur qui a poussé auprès de Toriyama pour instaurer Vegeta comme le rival de Goku, pour le pousser à se dépasser, etc. Aller toujours plus loin dans cette surenchère de super pouvoirs, etc., de power-up. Mais pour moi,
Vegeta, il a pas eu ses moments de gloire comme on aurait aimé qu'il l'ait. Et c'est vrai que le manque de répétition, le scénario trop simpliste avec Goku qui gère tout au final, bah malheureusement, c'est vrai que même Gohan lui est passé devant à beaucoup de moments. Ça montre quand même que l'auteur n'aimait pas forcément Vegeta, il n'a pas voulu lui donner le moment de gloire qu'il méritait. Contrairement, pourquoi pas, à Masashi Kishimoto, qui dans Naruto a beaucoup mis Sasuke en valeur par rapport à Naruto, même des fois bien plus Sasuke que Naruto, avec chacun des développements différents. Ils avaient tous les deux pas forcément le même temps durant les scans de visionnage, etc. Mais ils étaient tous les deux bien mis en évidence pour se retrouver à la fin. Et avec Vegeta, on n'a pas cette sensation-là qui soit aussi important que Goku. Il a eu son rôle à jouer, mais pas autant que Son Goku et pas autant en tout cas de moments de gloire. Et souvent, il a été ridiculisé par rapport à Goku et malheureusement, c'est un peu un problème. Et pour terminer la vidéo, qui a déjà un petit peu trop duré, mais c'est important quand même de tout expliquer par rapport à Dragon Ball, les problèmes, etc., donner mon avis par rapport aux vôtres et les analyser en profondeur, c'est aussi le problème de Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Pour moi, aujourd'hui, on se fout un petit peu de la gueule des fans, et pour moi, autant le manga que l'animé de Dragon Ball Super, Dragon Ball GT c'est encore à part, parce que là c'est vraiment pas canon, c'était vraiment pour faire une suite en attendant qu'il y ait vraiment une vraie suite officielle. Dragon Ball Super et Dragon Ball GT, c'est vraiment pour moi des produits marketing qui servent avant tout à faire vendre la licence, continuer à la mettre dans la tête des fans, jouer sur la nostalgie des anciens, et jouer notamment avec la frustration des nouveaux qui auraient aimé voir pourquoi pas un vrai scénario et tout ça. Et malheureusement, tu peux prendre que ce qu'on peut te donner, tu peux pas inventer une histoire et tout ça. Et il est vrai que Dragon Ball Super est très décevant avec énormément d'incohérences, avec très peu d'enjeux, beaucoup de bullshit, et les transformations servent finalement à combler la grosse faiblesse du scénario. Parce que pour moi, la qualité de Dragon Ball Super, il y en a très peu, et ça je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Et Dragon Ball Super, pour moi, c'est pas oufissime. Ça peut être correct si tu poses ton cerveau et que tu n'as aucune attente envers Dragon Ball Super, mais sinon, quand tu essaies de connecter ton cerveau en tant que fan de Dragon Ball et que tu as envie de chercher un peu de logique, bah tu n'en as absolument pas, et c'est bien dommage. Après, chacun son avis, mais pour moi, Dragon Ball Super, c'est avant tout pour faire vendre l'œuvre plutôt que de créer un truc vraiment sympa, original et surtout intéressant. Enfin voilà les gars, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisserai me donner tous vos avis sur tous les points que j'ai cités dans la vidéo dans les commentaires. Je vous laisserai bien évidemment en rajouter d'autres si jamais vous avez d'autres idées à rajouter. Je vous laisse également aller sur le site de Topi Games, vous avez bien sûr tous les liens en description pour commander pourquoi pas le jeu Dragon Ball Super que je vous ai présenté en début de vidéo. On se retrouvera bien évidemment pour d'autres vidéos, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, les gros pouces bleus et me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo, ciao.